Le 7 janvier dernier, l'attaque sanglante de la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo plongeait la France dans l'effroi. Passé le choc et l'émotion, c'est aujourd'hui la crainte qui envahit les musulmans français ou vivant en France. La crainte d'être pointés du doigt, mais aussi la colère de voir l'islam associé au terrorisme et puis l'agacement de devoir se justifier. Au lendemain de ces attentats, le président François Hollande a lui immédiatement appelé à ne pas faire d'amalgame. Mais dans les jours qui ont suivi, ce sont une cinquantaine d'actes islamophobes qui ont été enregistrés, en particulier à l'encontre des mosquées. Durant la semaine qui a suivi ces attaques, nous sommes donc allés à la rencontre de citoyens français de confession musulmane, entre inquiétude et l'espoir que le vivre ensemble ne soit pas qu'une expression vide de sens. Regardez. C'est son célèbre vase brisé qui accueille les visiteurs de cette ville de Picardie, Soissons, à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Une ville chargée d'histoire que Clovis, le roi des Francs, avait choisie comme capitale. Une ville paisible de 30 000 habitants, où les quelques 1500 musulmans pratiquants ont toujours vécu en toute quiétude, jusqu'à cette nuit du 9 au 10 janvier dernier, 2 jours après l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. Vers 23 h, des coups de feu sont entendus devant la mosquée, des impacts de balles sont retrouvés sur le portail et à proximité de la porte. Le coup est rude pour la discrète communauté musulmane soissonnaise, pour le président du Centre culturel islamique et son jeune trésorier, surtout. Professeur de géographie dans une école catholique et soissonnais de naissance, Nadir Haït Mesrat, 33 ans, n'avait jamais ressenti aucun malaise jusqu'à aujourd'hui, où la preuve de l'amalgame, ce sont bel et bien ces impacts dans le mur. Donc un ici, ça a déjà été signalé, et les 3 autres au-dessus. Est-ce qu'on attendait que quelqu'un sorte ou je ne sais pas, mais voilà tous les impacts qu'on a reçus dans la mosquée. C'est une voisine qui est venue donc nous avertir comme quoi la mosquée a eu des impacts sur son mur et également sur son portail. Donc elle a prévenu l'imam de la mosquée qui habite à quelques pas, qui s'est rendu rapidement ici. Et après coup, on a constaté que le procureur ainsi que le préfet, le sous-préfet, tous les responsables d'État et les forces de l'ordre se sont présentés le plus rapidement possible vers 23 h 30 et sont restés ici jusque 2-3 h du matin. Nous, dans une petite ville de Soissons, dans une ville de province où il y a à peine 30 000 habitants, 10% est peut-être musulmane, 5% est pratiquante, où on n'a jamais eu de soucis dans la ville, et même pas dans nos alentours, et toutes les mosquées du département n'ont jamais eu de soucis de cet ordre-là, si ce n'est de temps à autre des petites lettres ou des choses comme ça qui nous disent oui, la France aux Français, les musulmans dehors, etc. Mais arriver à tirer sur les murs d'une mosquée, là on arrive quand même à une étape quand même assez inquiétante. Meurtri par ces impacts de balles, mais aussi par le regard de plus en plus soutenu de l'autre. À Soissons, c'est l'incompréhension. Les fidèles fréquentant le lieu de culte sont inquiets de la tournure que peuvent prendre les événements, les jeunes en particulier, plus susceptibles d'être pointés du doigt. Honnêtement, je me sens de plus en plus en insécurité dans cette ville-là. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis fait filmer devant la mosquée par 2 femmes. Je ne sais pas pourquoi, sûrement pour les publier sur Internet et mettre des moqueries. Je me sens de moins en moins en sécurité. Il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes d'agressions au sein même de la ville. Et il faut clairement que ça cesse. Les musulmans se doivent de faire passer le message parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens font des amalgames, donc musulmans, terroristes, etc. Donc on se doit aussi de montrer ce qu'est le vrai islam, donc montrer qu'on se désavoue complètement, même si voilà, on est amené à non pas à s'excuser, mais à aller se justifier pour éviter tout problème justement. Ahmed Nkadmi dirige cette mosquée. Il vit à Soissons depuis 45 ans. Selon lui, les musulmans doivent ouvrir le dialogue, mais aussi se serrer les coudes. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. Il faut qu'on soit solidaires. Il ne faut pas que chacun y tire de son côté. Et on n'arrivera pas, on ne peut pas aboutir ces 2 côtés-là. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit tous ensemble. Il ne faut pas qu'on se divise. On dit que l'islam, c'est pas ça, que les gens sont en train de se critiquer les autres. L'islam, il condamne tous ces crimes-là.
Nous, le vrai islam, c'est pas ça. Tout ce qu'ils ont fait, ces crimes barbares, ils sont pas des musulmans, c'est pas le vrai islam, ça. L'islam, il condamne tous ces actes barbares. L'islam, c'est la paix. Des musulmans forcés de se justifier pour des crimes commis au nom de l'islam en France début janvier. Les images ont tourné en boucle sur les chaînes françaises, sur les télés du monde entier. Dans la matinée du 7 janvier, 2 hommes font irruption dans la salle de rédaction du journal satirique Charlie Hebdo et tirent. 11 personnes tomberont sous les balles de leurs armes de guerre en plein cœur de Paris. La 12e victime de cette tragique matinée sera froidement abattue sur un trottoir du 11e arrondissement, tout près des locaux de l'hebdomadaire. Un policier, du nom d'Ahmed Merabet, un musulman pratiquant selon ses proches. En quittant les lieux, les 2 assaillants ont prononcé ces phrases « Dieu est grand, nous avons vengé le prophète ». La sanglante semaine n'est pas terminée. Les tueurs présumés, Chérif et Saïd Kouachi, prennent la fuite. La traque est lancée. Le lendemain à Montrouge, une fusillade éclate. Une policière est abattue. La photo et le nom d'un homme circulent. Il s'agit d'Amédi Koulibaly, le complice présumé des frères Kouachi. Le jour d'après, il prend en otage les clients et le personnel d'un supermarché cachère près de la porte de Vincennes. Pendant que les 2 tueurs se retranchent eux dans une imprimerie d'une ville au nord de Paris, Dammartin-en-Goële, retenant eux aussi une personne. Les 2 prises d'otages se termineront par un assaut simultané du RAID et de la BRI dans l'imprimerie et le supermarché cachère. En tout, 17 personnes ont perdu la vie dans cette folie meurtrière. La France, elle, est sous le choc. Dans les rues de Paris les jours qui suivent, c'est très visiblement abasourdi que les Parisiens viennent se recueillir sur les lieux de ces événements tragiques. Ici, à l'endroit où le policier Ahmed Merabet a été abattu. Simple passant sur le trajet du travail ou venus spécialement rendre hommage aux victimes, ils sont nombreux à s'arrêter, déposer des fleurs, une bougie ou un stylo, symbole de la liberté d'expression. Parfois, au bord des larmes, l'incompréhension au fond des yeux. Le 11 janvier, la France est massivement descendue dans les rues. Dans ses rangs, des citoyens de tous bords, de toute confession, de toute origine sociale, de tous âges. Oh, la famille Charlie. Mais là, toi, autour de la taille, là. Sur l'un des axes du Rassemblement républicain, des jeunes ont été recrutés pour assurer la sécurité de la marche et tout le monde coopère. Ce jour-là, on évoque l'importance d'une union nationale et la nécessité de ne pas tomber dans le piège de l'amalgame. Je pense qu'il est important d'être ici pour la raison qui est écrite sur mon affiche. C'est-à-dire qu'il y a des confusions à ne pas faire pour rester dans la tolérance et comprendre que la liberté d'expression a des limites, mais qu'on peut trouver ces limites que dans le droit. Voilà, et pas dans la terreur et dans la mort donnée aux autres de façon illégale. Je fais un lien avec la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'on devrait a priori penser qu'ils ne sont pas d'accord avec des actes aussi terribles. Et effectivement, il y a un effet stigmatisant et je trouve ça dommage.
Des citoyens français comme les autres, qui n'apprécient pas forcément les caricatures de Charlie Hebdo, mais qui ont accepté d'être dans un pays où elles peuvent être publiées. C'est très important de venir. Voilà, de ne pas venir, c'est de ne pas être contre ce qui est arrivé les dernièrement. Voilà. Venir, c'est un devoir de se tenir à la liberté de la presse, de crier nos mécontentements sur les scandales qui sont arrivés. Pour les gens, des pauvres journalistes qui étaient assassinés, qui travaillaient avec leur crayon et leur gomme. Je suis musulman, je le revendique, j'ai jamais peur et rien ne me fait changer d'avis sur la liberté, de combattre la liberté jusqu'au bout. On est là pour dire qu'il faut que ça cesse et qu'on n'a pas peur. Qu'on n'a pas peur et qu'on est pour l'amour et la liberté et pas la haine. Personnellement, je suis assez optimiste. Je sais que les gens sont très tolérants et qu'ils sauront faire la différence. Et moi, j'essaie tous les jours d'expliquer autour de moi, de donner ma définition de l'islam. Et je marche aujourd'hui pas en tant que musulmane, mais juste en tant que citoyenne parce que ça m'a touchée tout simplement. Le symbole de s'attaquer à la presse, de s'attaquer à la liberté d'expression, des gens qui sont morts juste pour ce qu'ils disaient, pour leurs idées. Enfin, on est là pour ça avant tout. Voilà. Un objectif commun, donc, crier son dégoût et sa colère, mais aussi sa volonté propre d'être ici, sans qu'on l'y oblige, malgré les appels répétés à voir les musulmans en première ligne. Si le mot d'ordre donc c'est l'union, tous ne sont pas si optimistes. Je suis pas pour le fait qu'on nous impose de nous désolidariser, parce que c'est évident que c'est pas l'islam, et parce que, je suis désolée de le dire, mais les musulmans, qui s'expriment quand on leur demande de s'exprimer, mais le reste du temps, on les entend pas dans les médias, on les voit pas, on n'a aucune visibilité. Vous connaissez des musulmans dans les médias? Non, on leur laisse pas la place pour s'exprimer aux musulmans. Par contre, quand il se passe quelque chose, là on les montre du doigt et là on leur demande de se manifester. Ça, je trouve ça un peu injuste. Vous craignez justement qu'il y ait plus de stigmatisation? C'est évident. Ça a commencé déjà et je pense que ça va l'être. On ne peut pas éviter ça. Mais voilà, il faut passer un message et ceux qui ont envie de l'entendre l'entendront, ceux qui ne veulent pas l'entendre l'entendront pas quoi qu'il arrive. Dans les rangs de ce rassemblement, une crainte, celle de l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde se réclame, tout le monde dit qu'il est Charlie. Et demain, quand tout le monde sera lui-même, qu'est-ce qu'il fera pour éviter que ça arrive encore? Qu'est-ce qu'il fera en son propre nom, dans sa propre vie, pour changer ça, pour apaiser la violence dans la société? Qu'est-ce qu'on fera tous quand on aura repris notre propre prénom? Au lendemain de la marche, dans les locaux de Beurre FM, c'est le rassemblement de la veille qui est au cœur des discussions. À l'antenne, on s'agace que l'on demande aux musulmans de s'engager et de parler au nom d'une communauté. Moi j'en ai marre de ces gens-là qui viennent te dire dans les médias « Je demande aux musulmans ». Alors, je m'étais arrivé plusieurs fois sur Facebook encore. Là tu dis « Oui mais nous, mais qui c'est qui nous ?» Et j'ai dit « Si c'est nous, qui est le vous ?» Tu condamnes le communautarisme tous les jours. Donc ce que tu demandes, c'est une expression communautaire. Tu veux un regroupement communautaire pour qu'on soit enfermé. Eh ben les gars, ça vous fait peut-être en chier. Mais je suis français de confession musulmane, mais avant tout, quand je parle en tant qu'être humain et ne me demande pas de me saucissonner et de parler avec différentes étiquettes. Dans le studio de l'émission Les Informés, le rédacteur en chef et présentateur Abdelkrim Branine distribue la parole à ses intervenants. Des intervenants qui ont le verbe haut, à l'image de Mourad Razli, élu d'une ville de banlieue parisienne. Autour de la table, il y a aussi Abdelkarim Maachi, des indigènes de la République. De ce qui s'est passé hier, parce qu'on peut parler encore une fois de l'affect, du fait qu'un certain nombre de musulmans aussi, et je peux le comprendre, ils ont peur, ils vivent une période assez trouble. On a recensé jusqu'à aujourd'hui une 50aine d'actes islamophobes dans tous les sens, donc ils sont menacés dans leur chair, et puis ils comprennent pas, parce qu'ils voient des gens qui se disent musulmans, et puis qui assassinent comme ça des gens qui ne méritent pas d'être
d'être tués de la sorte. Et du coup, ils veulent venir marcher pour signifier que, peut-être pour conjurer le sort aussi quelque part. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit malheureusement. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut insister sur la dimension politique. Et la dimension politique, elle est très importante. Chroniqueur également, Farid Tebsamani de Banlieue Plus, Hosni Mahati et Yassine Bouzrou, deux avocats réputés. Je suis amené à les lire, à travailler dessus. On a des magistrats qui ne maîtrisent pas assez bien la matière, qui se reposent complètement sur des services spécialisés avec des rapports vraiment d'une qualité médiocre. Et c'est bien entendu, en fait, il y a une méconnaissance de la menace. Et je pense qu'il suffirait de suivre moins longtemps certaines personnes, mais en comprenant un petit peu les choses, plutôt que de faire des synthèses en disant attendu que monsieur est un djihadiste, qu'il a parlé avec un djihadiste, qu'il a regardé une vidéo de djihadiste, alors celui-ci est dangereux. Et celui qui a l'intelligence de ne pas parler de djihad dans ses conversations, lui, on le suit jamais parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà le problème de... Moi, j'en ai parfaitement assez, pour pas dire marre, qu'on soit toujours dans la réaction, parce que le scénario qu'on est en train de vivre là, il a malheureusement un mauvais goût de déjà-vu. On a déjà vécu des situations comme celle-là, avec des attentats, des musulmans à qui on fait injonction, de s'excuser, de prendre ses distances, etc., etc., etc. Mais on n'a toujours rien fait sur le terrain des relations sociales. Et au-delà de ça, il faut laisser passer ça. C'est pas l'enjeu. Le but, il n'est pas là. Le but, il est que beaucoup de nos compatriotes, qu'ils soient de confession musulmane ou non, se posent des questions quant à l'avenir de leur propre avenir et surtout à l'avenir de leurs enfants. Et que sur cette question-là, et je pense que ce serait un des thèmes de l'émission, il va falloir qu'on ait du véritable courage politique. Cette radio est une émanation de l'antenne associative Radio Beurre, qui avait accompagné la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. 30 ans plus tard, dans un climat toujours pesant, Abdelkrim Branine ne se remet pas du coup de massue qu'ont reçu les musulmans le 7 janvier dernier. Et d'ailleurs, il est soutenu par Israël sur cette position en disant... C'est un mélange de tout ça, quoi. L'horreur, consternation, et après mêlé aussi à une peur. J'ai eu des témoignages de personnes ici à la radio, de gens qui m'ont raconté être marchés hagards comme ça dans les rues de Paris, dans les rues de leur ville, sans savoir ce qui se passait, en regardant les gens, en imaginant est-ce qu'il y avait écrit coupable ici, est-ce que vous allez m'attraper, est-ce que vous allez me dénoncer, voilà, les gens étaient perdus. Moi-même, je devais avoir un déjeuner sur Paris. J'ai mis 2 heures avant de me décider à venir ici parce que je ne savais plus où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Vous savez, il y a une espèce de psychose en France, c'est que les musulmans, dès qu'il y a un fait divers à la télé, ils prient pour que ce mec n'ait pas un nom à consonance maghrébine ou qu'on puisse être supposé musulman. Parce qu'on sait très bien qu'on fait peser sur la communauté musulmane une espèce de responsabilité collective. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité collective, qui est alors je sais pas comment on peut appeler ça, un concept hérité de la colonisation, notamment la colonisation algérienne, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans un village, s'il y avait une personne du village qui faisait une bêtise, là c'est tout le village qui payait, et c'est une réalité. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce fameux continuum colonial, c'est-à-dire qu'on fait peser sur la communauté musulmane une responsabilité collective. L'impact des attentats a été bien réel sur l'augmentation des actes à caractère islamophobe en France. Du 7 au 20 janvier 2015, autant d'actes ont été enregistrés que sur toute l'année 2014. La porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France évoque une double peine pour les musulmans, plus que jamais dans le collimateur. Malheureusement, ce qu'on redoutait s'est effectivement produit. Il y a eu une explosion, évidemment, malheureusement, des actes islamophobes depuis moins d'une semaine en réalité. On en a recensé un peu plus de 50. On a recensé plus d'une vingtaine de mosquées attaquées et dégradées, dont certaines à l'engin explosif ou incendiaire. On nous rapporte aussi des agressions physiques et verbales, des lettres de menaces, des inscriptions, des tags sur des portes, par exemple de particuliers, sur des boîtes aux lettres, énormément de contenu haineux sur Internet. Donc en réalité, j'ai envie de vous dire, c'est des actes islamophobes qu'on connaît déjà, mais qui ont connu une explosion, une recrudescence particulièrement forte depuis les attentats. Actes de vandalisme et menaces, et pourtant les lieux de culte musulmans ne sont pas toujours sécurisés. Plus de patrouilles de police, c'est ce que réclame Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France. Sur les déclarations de principe, les mosquées les plus importantes devraient être surveillées
plutôt, je dirais, sécurisées. Et malheureusement, on peut constater, et vous pouvez le faire facilement, passant devant un certain nombre de mosquées, que ce n'est pas systématique. Il y a des tournées de la police municipale autour d'un certain nombre de sites sensibles, mais on est conscient que la sécurisation de l'ensemble des lieux de culte ne serait pas assurée malheureusement. Et c'est pour ça que nous appelons les musulmans de France à la vigilance et en même temps à la sérénité. Nous sommes vendredi, jour de prière, devant la mosquée d'Évry-Courcouronnes, dans le sud de la banlieue parisienne. Une semaine après les attentats, le plan Vigipirate est en place et visible. Une voiture de la police municipale stationne, mais cette semaine-là, elle n'y était pas les autres jours. En ce jour de prière à Évry, l'atmosphère est plutôt sereine. Peut-être parce qu'ici, on a plus qu'ailleurs été habitué à côtoyer des personnes d'autres religions, d'autres horizons. Les fidèles affluent nombreux, comme d'habitude. La mosquée peut accueillir jusqu'à 5000 personnes les vendredis. Ici, l'on évoque donc aussi le climat pesant, mais on refuse de tomber dans un piège, celui de la division. C'est le climat général, qu'on soit chrétien, juif ou musulman. Ce qui s'est passé, ça laisse personne indifférent, donc on est personne indifférente. Donc ça change pour tout le monde, pas seulement en tant que musulman, mais en tant que citoyen français. Je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. C'est vrai qu'en ce moment, si on y pense trop et qu'on regarde trop la télé, on peut commencer à être inquiet. Après, il faut être méfiant, mais il ne faut pas verser non plus dans la paranoïa. Après, moi, je vois, j'ai des enfants et il y a une de mes filles qui est inquiète pour tout ce genre de phénomène. Elle est cachée là-bas. Elle est inquiète pour tout ce qui touche à ça. Donc, on essaye de pas trop en faire, mais quand même, bon, c'est sûr qu'on reste prudent parce que malheureusement, on essaie de monter beaucoup les communautés les unes contre les autres. Et nous, on appelle vraiment à un message d'unité humaine. Cette sérénité à la mosquée d'Évry-Courcouronnes tient en partie à son recteur. Khalil Meroun fait chevalier de la Légion d'honneur et récemment décoré par le roi du Maroc. L'enfant de Septa vit en France depuis la fin des années 60. Partisan d'une pratique de l'islam sans ostentation, cet homme de dialogue appelle parfois au silence. Il faudrait que les musulmans comprennent que le silence tue l'insolence. Et il y a une richesse dans le Coran qui nous appelle à ignorer les ignorants. Il y a un verset du Coran qu'on peut beaucoup apprécier, on peut apprécier tout le Coran, mais pour l'actualité, le Seigneur il nous dit « Les serviteurs du Seigneur, ce sont ceux qui foulent la terre, et lorsque les ignorants les provoquent, ils disent paix. » La parole islamophobe, de plus en plus décomplexée en France, selon Hosni Mahati, que l'on retrouve dans son bureau à Évry, en banlieue parisienne. Le chroniqueur de l'émission de Beurre FM est aussi celui que la presse surnomme l'avocat des femmes voilées d'Argenteuil. Il y a d'abord eu une libération de la parole islamophobe et très rapidement on est passé de la parole à l'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des personnes qui sont fragiles, qui quand elles vont voir ce qui se passe, tout cela va légitimer un passage à l'acte. Il y a une véritable difficulté par rapport à cela. Entre 2012 et 2013, il y a une très très forte augmentation du nombre d'agressions à caractère islamophobe qui, pour l'essentiel, est le fait les victimes sont des femmes, pour l'essentiel. Donc,
c'est aussi le fruit de longs discours sur le voile en France, sur la burqa en France. Et comme à chaque fois on en parle de façon négative en disant la France ce n'est pas cela, vous n'êtes pas la France, finalement on déshumanise ces femmes. Puis il est venu le lendemain pour lui montrer les 5 prières quotidiennes. Et expliquer l'islam aux Français, qu'ils soient musulmans ou non. C'est le rôle de cette émission diffusée sur France 2. La seule à parler de foi musulmane sur le service public français. Islam, c'est son nom, existe depuis 30 ans, mais diffusée le dimanche matin à 8h30, elle peine à toucher les jeunes. À l'origine de cette émission en 1983, l'année de la marche pour l'égalité et contre le racisme, ce passionné, Djeloul Begoura. Entre 2 enregistrements, le producteur vient à la rencontre de ses invités, débattre en off et sans langue de bois. Il y a beaucoup d'ignorance et de prétention. Il suffit, certains pensent qu'il suffit de se laisser pousser une barbe, cet islam du formalisme et de l'apparence. De mettre, j'ai un ami qui dit l'islam BCG, barbe, claquette, gondoura. C'est pas mal ça. Bon chic, bon genre. Oui, il suffit, ça y est, de connaître un verset du Coran. Ça y est, on est émir, on est imam, on est je ne sais pas quoi. C'est terrible. Mais la plupart, c'est Daesh. Ouais. Et ces idiots-là, c'est barbare. Je leur disais, vous êtes en train de rendre religieuses des questions qui ne le sont pas. Koulibaly, 32 ans, 16 ans de prison. Les autres, l'Adas. Qu'est-ce que l'islam a à voir? Et la salafie, quand tu regardes bien, la plupart de ces jeunes qui se cherchent finalement et qui se réfugient dedans, tu en trouves des taulards, des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont donc pas d'ascension sociale. C'est des produits d'une société, ça n'a rien à voir. Il y avait une... Pour Djeloul Begoura, qui déplore que son émission soit orpheline dans le paysage audiovisuel français, la clé, c'est justement l'enseignement. La connaissance, il faut la mettre au service de cette jeunesse. Et une fois de plus, c'est là où notre responsabilité est importante. Nous, à notre échelle, avec cette émission, on essaie de faire ce qu'on peut, on trace un peu notre sillon, mais il faut effectivement, à l'échelle nationale, à l'échelle des pays arabes, des pays musulmans, il faut qu'il y ait une nouvelle réflexion. Une fois de plus, j'en appelle à une nouvelle nahda, à un ijtihad pour, comment dire, ce n'est pas adapter l'islam au XXe siècle. Non, c'est pour que l'islam soit un élément d'épanouissement de l'individu dans un univers, dans un monde qui se déshumanise et de redonner cette sève spirituelle qu'il y a dans l'islam, de la retrouver, de l'enrichir, de l'épanouir et de la faire connaître. C'est vraiment une... comment dire, c'est une question vitale. Ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est valable pour toutes les sociétés. Aujourd'hui, nous sommes sur le même bateau. Nous sommes sur le même bateau, musulmans et non musulmans, et si on n'y prend pas garde, eh bien on va aboutir à ce que Clinton appelle le choc des civilisations, alors que nous avons besoin de fraternité, de solidarité, dans un monde qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. À l'heure d'Internet, la télévision est en passe de devenir un média obsolète pour les jeunes. Au lendemain de la tuerie dans la rédaction de Charlie Hebdo, c'est un article qui a fait le buzz auprès de la jeunesse. Français de culture musulmane, je suis triste et j'ai peur. Son auteur, Rachid, un jeune journaliste, a profité de la tribune que lui offre son média, Combini, un site d'information tendance qui cible la jeunesse pour faire part de sa consternation et donc de sa peur. Je me suis rendu compte en fait que, à travers cet article, je me suis aussi mis en porte-parole d'une communauté qui n'en a pas vraiment en fait, qui n'en a pas vraiment, en tout cas dans les médias. Et c'est important aussi à travers les médias de faire passer ce message-là, parce que c'est à travers les médias aussi que
informes une certaine population assez jeune aussi. Surtout à Combini, on touche du 15, 25, 15, 30 ans. Et c'était super important de dire je suis musulman et voilà ce que je vis au jour le jour et ce que je vivrai peut-être demain. Et voilà mes craintes. Enfin, je disais aussi que j'étais fatigué d'être musulman en France. Enfin, non pas parce que... comment dire, je suis pas fatigué de l'être, mais fatigué de devoir lutter en fait pour se justifier, pour éviter qu'on fasse des amalgames entre terroristes et musulmans. Et du coup, il y a plein de réactions qui me font vraiment peur et plein de comportements qui me font vraiment peur, notamment de la part d'extrémistes aussi, comme les adhérents du Front National, enfin certains, qui mélangent tout et qui pour eux un musulman égale un terroriste. Cette menace de l'islamophobie et des amalgames, elle est bien concrète ce jour-là, dans un hôtel près de l'Opéra à Paris. Un hôtel sous haute surveillance des autorités à l'occasion d'un rassemblement bien spécial, une semaine jour pour jour après la marche républicaine, où il faut montrer patte blanche pour pouvoir entrer. À l'invitation de ripostes laïques, de résistance républicaine, du bloc identitaire et de groupuscules d'extrême droite, l'une des figures de Pegida est présente, le mouvement allemand des patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Mélanie Dittmer, allemande, a 36 ans et ne quitte plus son gilet pare-balles. Le chef d'orchestre ce jour-là, c'est Renaud Camus, un écrivain engagé à l'extrême droite et déjà condamné par la justice pour provocation à la haine et à la violence contre les musulmans. Pegida, notre modèle, a un modèle, c'est celui qui a renversé le mur de Berlin et fait s'effondrer le rideau de fer. La vérité est qu'il n'y a pas de vivre ensemble, mais une conquête coloniale en cours, dont nous sommes les indigènes colonisés, et dont l'instrument est le nombre, bien sûr, la substitution démographique, mais aussi ce que j'ai appelé la nocence, le contraire de l'innocence, ce dont l'innocence est le contraire, plutôt, le fait de nuire, qu'il s'agisse des petites incivilités quotidiennes qui rendent la vie impossible aux voisins de palier ou aux voisins de nation, ou bien de l'effroyable barbarie dont nous avons été les témoins la semaine dernière. Devant un parterre de sympathisants qui refusent d'être filmés, les intervenants se succèdent, avec un mot d'ordre, la résistance face à l'islam. En France, mais chez nous, ça s'appelle des faux culs. La France que j'ai connue, la France de la liberté d'expression, la France de Voltaire, est en train de foutre le camp. C'est indéniable. Je m'appelle Pierre Renversé, comme Pierre vous l'a dit. Je dirige un parti politique, le P+, qui a pris le relais de notre association qui existe maintenant depuis 14 ans, qui s'appelle Non Ali, qui signifie non à l'islam, qui est une association qui lutte contre l'islamisation de la Belgique. Il faut avoir le courage d'arrêter de parler d'amalgame et de choses comme ça. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème avec l'islam. Être musulman, ça veut dire être différent. Ça veut dire ne pas vivre ensemble, ne pas s'habiller comme les autres, ne pas manger comme les autres et imposer aux autres cette vision, imposer aux autres cette façon de faire. Je crois qu'il est très simple de demander effectivement à ce qu'il n'y ait plus de visibilité de l'islam. Interessiert das den Islamisten überhaupt gar nicht, denn wenn man raucht, Alkohol trinkt, Musik hört, in einer Gesellschaft, die immer islamischer wird, dann kommt dann die Scharia-Polizei auf die Straße in einem fremden Land und sagt, nee, also das könnt ihr jetzt hier nicht mehr machen in eurem Land. Nein, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Und ja, damit solche Zustände nicht überhand nehmen, sollte man auf jeden Fall aufstehen und sich dagegen wehren. Und das ist auch mein Appell an ganz Europa. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Pegida-Bewegung jetzt auch Zulauf findet und aufgebaut wird halt in Belgien, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich und in Italien. Ich hoffe, dass es da ähnlich groß wird wie in Deutschland. Aux côtés de la porte-parole de Pegida, Pascal Ilout, marocain d'origine, affirme lui aussi l'existence en France de ces zones. Mais quand on lui demande des précisions, la réponse est un peu confuse. Ces zones de non-droit, c'est là où la police ne peut pas rentrer sans arriver en masse. Vous regardez l'information et vous allez voir, ce sont dans la périphérie malheureusement de Paris, de Lyon, de Marseille, là où il y a une concentration, ce qu'on appelle la ghettoisation par le non-mélange des populations. Ce sont là où des dealers d'opium, de hashish, etc. sont actifs, où ils font leur loi dans ces régions, enfin, ce qu'on appelle les zones de non-droit. Vous pouvez m'en citer une, par exemple? Pardon? Vous pouvez m'en citer une?
Écoutez, le 93, par exemple... Tout le 93. Vous exagérez, vous êtes extrémiste, madame. Et halal égale souffrance animale et danger pour la santé. Voilà, j'en dis là. Lors de ce rassemblement, la création de plusieurs antennes françaises de Pegida est annoncée. Les idées de ce mouvement islamophobe sont aujourd'hui en France circonscrites à quelques réunions confidentielles et bien loin de celles qu'on veut véhiculer ce jour-là, à Évry. Retour à la mosquée, une semaine après la marche républicaine, hasard du calendrier, on y projette dans la salle de conférence attenante le film Le Message, un long métrage sur la vie du prophète Mohammed, avec notamment Anthony Quinn. L'islam efface tout ce qui s'est passé auparavant. Un film sorti en 1976 dans lequel le prophète n'apparaît jamais. Le Coran sacré, un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Ce message, ce film, dure 3 heures. À l'origine de ces projections, ces 3 chrétiennes de 71 à 75 ans, toutes les 3 dénommées Anne-Marie. Mais la projection est surtout l'occasion d'une rencontre entre chrétiens et musulmans. Et ici, on ne parle pas que de dialogue, mais aussi d'amitié. L'idéal, ça serait vraiment d'avoir plus qu'un dialogue, une vraie relation d'amitié, une vraie relation qui permet de s'écouter, de s'entendre, et puis d'amener aussi un changement significatif dans notre façon de voir celui qui est à côté de nous, celui qui est différent, celui qui croit pas forcément dans la même chose que nous, mais de poser des vraies questions et d'amener une vraie réflexion et de pouvoir simplement amener à changer la vision des choses et qu'on puisse voir les choses non pas selon ce qu'on a toujours appris, notre culture et ce qu'on a toujours enseigné, mais de voir les choses d'une manière qui est inspirée par la conscience. Qu'est-ce que nos cœurs nous disent, qu'est-ce que notre conscience nous dit, et c'est ça pour moi qui est le plus important. Et ça passe pas juste par un dialogue, l'échange d'idées, mais par une vraie relation d'amitié en fait. J'ai voulu venir parce que j'ai assisté à la projection du film Le Messie qui avait lieu ici, et j'ai bien aimé le moment convivial qu'il y a eu après. Et donc ce que je voulais, c'était pouvoir mieux connaître aussi au travers de ce film les croyances des musulmans, et puis aussi j'avais envie de retrouver aussi cette convivialité, et puis retrouver aussi certaines personnes avec qui j'ai apprécié de rencontrer. Voilà. Des liens d'amitié qui se créent au-delà des clichés. J'ai dit on va se rencontrer. Non, il faut faire tout le temps, il faut faire souvent ça. Franchement, ça fait du bien. Ça nous rapproche. Oui, voilà. Mais c'est le but. C'est le but de créer des liens d'amitié entre les chrétiens et les musulmans. On vit tout près et puis on ne se connaît pas. Alors c'est dommage. Et avec mon ami Mohamed, on en parlait tout de suite. C'est intéressant aussi de pouvoir partager ce que l'on vit, notre foi aussi. Pouvoir, même si nous ne croyons pas exactement les mêmes choses, nous pouvons partager ce que nous croyons, et vous pouvez partager avec nous. Tout à fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être n'est pas d'accord. Oui, sûr. Mais parce qu'on n'est pas d'accord, même j'ai dit tout à l'heure je suis pas d'accord avec ma femme, mais pourtant on vit ensemble. Bien sûr. Mais des fois le lendemain on est d'accord. Mais il y a quelques petites divergences, mais c'est comme ça. Non. Voilà. Je crois que c'est de créer des liens, de ne pas nous ignorer, faire tomber les peurs qui sont des murs entre chacun d'entre nous. Mais ça suppose déjà à faire tomber les peurs qu'il y a en nous-mêmes. Si toutes mes peurs tombent en face de l'autre, eh bien je serais bien plus à l'aise et je n'aurais plus peur de l'autre. On va pouvoir vivre ensemble. Totalement. Et ça, il faut faire un pas en avant, c'est ça. C'est en faisant tous ces petits gestes-là. Ce sont vraiment des mini-actions, mais qui, répétées, arriveront peu à peu à nous connecter, à être des ponts les uns pour les autres. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est notre espérance, hein? C'est notre espoir. Je vous appellerai lundi pour vous dire quand est-ce que vous êtes disponible, je suis disponible. Anne-Marie, celle-ci, m'a dit avoir reçu cette idée du Seigneur directement dans son cœur il y a 3 ans. Le recteur, Khalil Meroun, leur a lui ouvert les bras
et les portes de sa mosquée. Il faut qu'ils adhèrent à Mosaïque. Moi, je les appelle les trois anges. Voilà, ça témoignage de nos bons voisinages. Alors, quand ils sont venus me voir... Il manque une maman musulmane. Quand ils sont venus me voir timidement, il m'a dit, monsieur le recteur, est-ce que vous pouvez nous prêter la salle pour passer le film, projeter le film du Messie? J'ai dit, écoutez, mais il n'est pas question, à condition que le Centre islamique d'Ivry participe pleinement avec vous. Et en échange, on va passer le film, le message, et après on passera à d'autres films. Et le but, c'est pas le film. Le but, c'est le film, c'est un moyen qui nous unit. Voilà. Mais l'important, vous voyez, c'est la convivialité, le thé. Voilà. C'est ça le plus important. Moi, je crois que le vote n'est pas loin du cœur. Est-ce que je peux reprendre un photo? Ce petit événement est la preuve que l'union en France est une réalité dans les relations de proximité au quotidien. Il y a un mois, un pays entier s'est levé, mais malgré les appels à l'union nationale, une page est désormais tournée. La crainte, c'est de voir la suspicion s'installer entre les citoyens. Le vivre ensemble, une expression qui revient sur toutes les lèvres, un concept qui n'a jamais semblé si difficile à atteindre qu'aujourd'hui.